Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information de ce vendredi 16 octobre avec l'annonce hier jeudi des résultats partiels du premier tour de la présidentielle en Guinée. Selon le décompte de la commission électorale, avec environ 1,95 million de voix en sa faveur, le président Alpha Condé s'acheminerait vers une réélection directe dès le premier tour du scrutin. Son principal concurrent, le chef de l'opposition Cellou Dalein Diallo, est lui crédité d'environ 880 000 voix. Les résultats partiels annoncés hier par la CENI portent sur près de 3/4 des 6 millions d'électeurs qui sont inscrits et il concerne 21 des 33 préfectures du pays. Ces résultats s'ajoutent à ceux donnés la veille et portant sur 10 préfectures. Les derniers résultats attendus ce vendredi soir concerneront les 2 dernières communes de Conakry, dont les banlieues favorables à l'opposition, ainsi que les préfectures de Pita et de Kindia, ainsi que quelques ambassades à l'étranger. Restons en Afrique de l'Ouest, où hier 15 octobre marquait le 28e anniversaire de l'assassinat du président burkinabé Thomas Sankara. À l'occasion, un millier de Burkinabés se sont rassemblés sur une place de Tampoui pour honorer ce chantre du panafricanisme et de l'anti-impérialisme que son peuple surnommait le Che Sankara. Il s'agissait de la première célébration de l'événement depuis le renversement du président Blaise Compaoré le 31 octobre 2014. Les 27 ans de régime de M. Compaoré avaient d'ailleurs toujours occulté le souvenir de Thomas Sankara. Hier, les participants à la commémoration ont en tout cas pu écouter les témoignages d'anciens collaborateurs, de ministres ou encore d'amis de celui qui, après un coup d'État en 1983, avait rebaptisé l'ancienne Haute-Volta Burkina Faso, c'est-à-dire la patrie des hommes intègres. Une autopsie réalisée il y a quelques jours sur la dépouille présumée de Thomas Sankara révélait que le corps en question avait été criblé de balles le 15 octobre 1987. De l'autre côté de la frontière, le Nord Mali s'acheminerait vers la paix. Après plusieurs jours de pourparlers, l'ancienne rébellion du nord du Mali et ses rivaux des groupes armés pro-gouvernementaux qui se sont violemment affrontés en août et en septembre dernier ont finalement annoncé hier avoir scellé un accord. Et ce, après 3 semaines de négociations à Anéfis, situé à plus de 100 km au sud-ouest de Kidal, le chef-lieu de la région. Ce pacte d'honneur conclu entre l'ex-rébellion à dominant touareg de la CMA, ou coordination des mouvements de l'Azawad, et la plateforme, cette coalition de groupes pro-gouvernementaux, devrait mettre fin aux hostilités entre les deux camps. Cependant, la principale menace dans la région reste encore les groupes armés djihadistes qui continuent régulièrement de mener des attaques et de poser des mines. La paix, les habitants du Soudan du Sud l'appellent également de tous leurs vœux pour se conformer au terme d'un énième accord de paix qui a été signé le 26 août dernier entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar. Eh bien, l'armée de l'Ouganda a déclaré hier qu'elle retirerait ses troupes du pays, et ce d'ici début novembre. Rappelons que depuis le déclenchement de la guerre civile au Soudan du Sud en décembre 2013, plusieurs milliers de soldats ougandais ont combattu aux côtés des troupes gouvernementales de Salva Kiir contre les rebelles dirigés par son ancien vice-président Riek Machar. Les forces ougandaises ont notamment joué un grand rôle dans la défense de la capitale Djouba et dans quelques autres zones du reste du pays. Je vous propose d'écouter quelques détails fournis hier par le major général David Muhoozi de l'armée ougandaise. Le plan, si tout va bien, d'ici le 30 octobre, c'est que le dernier soldat quitte le sol du Sud-Soudan. Notre intervention a beaucoup apporté pour calmer la situation et créer l'environnement nécessaire pour arriver à un accord négocié. Donc nous espérons que cet accord va tenir et que tous les gens de bonne volonté, les voisins, les différents acteurs et les parties impliquées vont donner cette fois une chance à la paix. Ceux qui pensent que nous avons été un obstacle n'auront aucune excuse et ils verront bien comment cela avance. Nous voulons tous que cet accord marche et qu'il n'y ait plus d'excuses. À tous ceux qui doutent que l'armée ougandaise va se retirer, je confirme que nous allons nous retirer du Soudan du Sud. Après 20 ans d'absence au Congo, les bus publics sont de retour sur la chaussée. À Pointe-Noire, la nouvelle compagnie de transport en commun est maintenant opérationnelle. Les bus circulent à présent un peu partout dans la deuxième ville du pays. La mise en œuvre de ces bus est une réponse aux difficultés de transport qu'éprouve la population. Regardez ce reportage. Ils sont désormais opérationnels dans les rues de Pointe-Noire. Ces bus de la Société de transport public urbain circulent aisément pour offrir leur service à la population congolaise qui, voilà 2 décennies,
fait face à des difficultés pour se déplacer. Les véhicules de la STPU ont suscité une vive émotion auprès des usagers de la route qui affirment que ces bus mettent fin au phénomène communément appelé demi-terrain, technique qui consiste à réduire la ligne de la course. Il faut annuler ces petits bus-là parce que les petits bus-là font des demi-terrains. On est marre avec ces demi-terrains-là. Je préfère moi qu'il y ait moins un 300 bus là à Pointe-Noire là pour que ça va arranger les travailleurs et les élèves, etc. Ça me fera très fiertement chez moi au Congo. Pour sa première sortie, la STPU ne récolte pas un succès. Pas d'engouement des passagers. Mais les rares qui ont embarqué à bord de ces bus ne cachent pas leur satisfaction au sujet du prix de la course. Un tarif très apprécié par les passagers. Et premièrement, nous avions d'abord félicité l'État congolais qui a pensé de mettre le bus à notre disposition. Et puis nous remercions aussi l'effort du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a consenti à cet effort. Quelle que soit la distance, le prix à payer, c'est 150 francs. La STPU a non seulement facilité les usagers à se déplacer à moindre coût, peu importe la distance à parcourir. Cette société du gouvernement congolais est également une opportunité d'emploi pour les jeunes sans emploi. C'est le cas de cette femme qui a été recrutée pour le contrôle des passagers. Moi, je suis contrôleur. Mon rôle consiste à contrôler ceux qui montent dans les bus, veiller à ce qu'ils payent leur billet avant de sortir dans le bus. Je dois déchirer le billet pour attester que vous avez payé. Cette société se fixe comme mission d'offrir aux passagers qui embarquent le confort à moindre coût afin d'alléger les difficultés de transport en commun. C'est dans cette perspective que d'autres bus de la STPU sont attendus dans les tout prochains jours à Pointe-Noire et dans le reste du pays. Du sport à présent avec le coup d'envoi au Cameroun de la 15e édition du Grand Prix cycliste Chantal Biya. Coup d'envoi donné mercredi 14 octobre à Douala. 75 coureurs issus de 12 formations ont donné leur premier coup de pédale au cours d'un prologue très couru, aussi bien par les autorités publiques que par la population. Serge Sepo, Annie Payep et Yannick Gollet nous donnent les détails. Effervescent ce mercredi 14 octobre à l'esplanade du stade Omnisport de Douala, à l'occasion du lancement du 15e Grand Prix cycliste international Chantal Biya. La cérémonie a débuté à 10h30 par l'exécution de l'hymne national, immédiatement suivie par le mot de bienvenue du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, puis l'allocution d'ouverture solennelle du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Une allocution ponctuée par un hommage appuyé à Mme Chantal Biya, marraine de la compétition, et d'une minute de silence en mémoire des victimes des attentats de la secte terroriste Boko Haram. Faire de cette compétition un moment de convivialité et de sociabilité, tel est le vœu émis par le ministre des Sports, Ismaël Bidompat, président de cette cérémonie. Je voudrais exprimer, au nom de la grande famille sportive nationale, mes différents remerciements à Mme Chantal Biya, première dame du Cameroun, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO. La 15e édition du Tour cycliste international Chantal Biya devra constituer pour vous un moment de découverte et d'échange de culture, de connaissances et d'expérience. Passé la phase protocolaire, s'ensuivra la présentation des 75 cyclistes issus des 15 équipes venues de 11 pays africains et européens. Des cyclistes qui, durant près d'un quart d'heure, le temps de la reconnaissance du circuit, vont s'échauffer et bénéficier des derniers conseils de leur encadreur. Un temps d'échauffement en équipe qui permet d'apprécier la vitalité et l'ambition des compétiteurs du jour. Aujourd'hui, c'est le prologue. Donc, c'est demain l'essentiel. La première étape demain qu'on vise. Donc, aujourd'hui, c'est juste pour se dégraisser. On n'est pas forcé de faire beaucoup d'efforts aujourd'hui. Nos ambitions, c'est de gagner le tour. C'est ça nos ambitions. Ce 15e rendez-vous de la Petite Reine au Cameroun a bénéficié de l'appui soutenu des autorités publiques, des médias locaux et internationaux, et davantage des mécènes. Nous allons primer durant toute la compétition les 3 premiers coureurs de la zone CEMAC en GPS de vélo, en montre GPS et puis en bracelet d'activité. À peine échauffés, les coureurs ont rapidement été mis à l'épreuve du prologue par groupe de 5. Une course préliminaire qui a tenu en haleine pendant près de 2 heures la foule nombreuse acclamant avec ferveur les sprints et les échappées des cyclistes. La phase finale de ce prologue, dominée par les coureurs maghrébins, va hisser au rang du premier maillot jaune la Sani Mouissine.
Le temps est donc donné à l'issue de cette première journée pour les 75 cyclistes qui vont rivaliser de coups de pédale. Durant 4 étapes encore pour décrocher le dimanche 18 octobre, au boulevard du 20 mai à Yaoundé, le prestigieux maillot jaune du Grand Prix Chantal Biya. À l'international, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies vient d'annoncer qu'il tiendra ce vendredi matin à New York une réunion d'urgence, réunion concernant la situation à Jérusalem et les territoires palestiniens. Selon la déclaration faite par les diplomates des pays du groupe arabe à l'ONU, cette réunion a été demandée par la Jordanie, membre du Conseil de sécurité, et elle commencera à 11h locale. L'ambassadeur palestinien à l'ONU, Riyad Mansour, a justifié cette réunion d'urgence en ces termes, je cite: « La situation est explosive, le Conseil doit prendre ses responsabilités et nous devons tout faire pour stopper les fusions de sang et ensuite discuter de la manière de protéger la population civile des territoires palestiniens. » La Cisjordanie et Jérusalem-Est sont en effet le théâtre depuis le 1er octobre de violences meurtrières entre jeunes Palestiniens et soldats israéliens, ainsi que d'attentats qui font craindre une nouvelle intifada. Direction le Pakistan où, avec ses 20 millions d'habitants et une superficie équivalente à 33 fois celle de Paris, Karachi, la plus grande ville du pays, peine à étancher sa soif. Face aux pénuries d'eau, des mafias locales en profitent pour piller le réseau et vendre ce précieux liquide au prix le plus fort, et ce aux habitants les plus pauvres. Reportage. Un camion attendu avec impatience. Il transporte de l'eau, une denrée devenue rare dans ce quartier de Karachi qui n'est pas relié à l'aqueduc. Aujourd'hui, le précieux liquide est fourni gratuitement par la compagnie des eaux. Mais la plupart du temps, les habitants comme Mohamed et Neila n'ont d'autre choix que de faire appel à des gangs locaux. Nous devons acheter l'eau par camion-citerne. Ça nous coûte entre 1000 et 1500 roupies. Et l'eau est salée et boueuse. Cette somme représente 1/10 du salaire de Mohamed pour un mois d'eau non potable. Un problème qui s'étend au reste de la ville. Au cours des 60 dernières années, la population de Karachi est passée de 500 000 à 20 millions. Et la mégapole pakistanaise lutte pour étancher une soif de presque 4 milliards de litres d'eau par jour. Les pénuries ont favorisé le développement de mafias de l'eau. Il y a des coins reculés où des gens ont installé des prises d'eau illégales qu'ils protègent avec des armes. Ils font usage de la force pour se brancher sur les tuyaux de la ville, parce que nous n'avons pas d'armes pour riposter. Récemment, les forces de sécurité ont fermé 200 prises d'eau illégales. De nombreux camions-citernes se retrouvent obligés de s'approvisionner légalement. Ici, ils paient l'équivalent d'1 € pour plus de 3000 litres d'eau qui seront revendus 10 fois plus cher. Et même les habitants ayant l'eau courante dépendent de ces camions-citernes. L'eau devrait arriver par les tuyaux, mais ce n'est pas le cas. Les vannes sont fermées en ce moment. Nous n'avons l'eau que pendant 3 jours et les tuyaux restent vides 4 jours par semaine. Une source de colère lors de la vague de chaleur mortelle qui a frappé Karachi cette année. Avec l'assèchement progressif des nappes phréatiques et le coût trop élevé de la désalinisation de la mer d'Arabie, l'avenir s'annonce compliqué. Et les plus pauvres risquent de continuer à payer le prix fort. Terminons notre flash information avec cette tribune offerte à Londres à la littérature ouest-africaine. Une exposition intitulée West Africa World Symbol Song s'ouvre ce vendredi à la British Library. Jusqu'au 16 février 2016, l'institution littéraire britannique retrace l'histoire de l'art des pays de l'Afrique de l'Ouest pendant un millénaire. Depuis les créations artistiques des grands empires médiévaux jusqu'aux auteurs et artistes d'aujourd'hui, et ce en passant par l'art de l'époque coloniale, l'exposition West Africa World Symbol Song est l'occasion surtout d'explorer des millénaires de littérature à travers plus de 200 livres et manuscrits, comme par exemple les premiers livres du Coran et enluminés, ou encore les œuvres littéraires modernes comme le livre de Wole Soyinka, le premier Africain à avoir reçu le célèbre prix Nobel de la littérature en 1986. De superbes objets, tableaux et textiles sont également mis en avant, ainsi que des enregistrements sonores, comme par exemple les morceaux du défunt musicien nigérian Fela Kuti, dont on célébrait hier les 77 ans de la naissance. Écoutez ces explications au sujet de cette exposition très riche. Je pense que s'il y a quelque chose à retirer de cette exposition, c'est que nous comprenons qu'il s'agit d'un continent, que c'est une région au sein d'un continent, qui a une longue trajectoire intellectuelle, que l'écriture et les livres sont indigènes en Afrique
et que les Africains se sont aussi appropriés la langue anglaise, les traditions d'écriture anglaise. Les gens d'Afrique de l'Ouest utilisent des caractères pour écrire depuis au moins 1500 ans. Et les manuscrits arabes étaient écrits, copiés et composés depuis le XIe siècle. À travers l'Afrique de l'Ouest, pas seulement à Tombouctou, que certains connaissent. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du vendredi 16 octobre. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous lundi pour votre point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez un très bon week-end. À lundi.